Bienvenue à une nouvelle émission de Stéphanie s'informe. Aujourd'hui, on parle de comment mieux gérer son stress avec le kinésiologue Stéphane Ouimet. Ensuite, on a une chronique cinéma avec Jean-François qui nous parle de Back to the Future et d'une nouvelle web-série diffusée à Télé-Québec qui parle de la santé mentale. Mais avant tout, on rencontre Annick Brazo de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées qui nous explique comment ils ont adapté leur service en ce temps de pandémie. Bonjour Annick, merci d'être avec nous. Bonjour. Et en fait, aujourd'hui, on veut avoir des nouvelles sur la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Comment ça se passe avec la pandémie à la maison? Bien, en fait, on offre toujours nos services comme d'habitude. Nous, il n'y a rien qui a changé. Même, on commence là, un groupe de soutien pour les femmes puis qui va être donné dans une salle communautaire, donc avec toutes les mesures sanitaires. Donc, toujours nos services d'hébergement et d'aide sont disponibles. Les femmes peuvent continuer de nous appeler au téléphone, de venir nous rencontrer n'importe quand. Puis, ça a bien été nommé dans les médias aussi que les femmes, même après le couvre-feu, pouvaient faire appel à nos services s'il y avait besoin ou se déplacer. Donc, il n'y a aucune raison là, qui interdit une femme de quitter une relation de violence. Donc, ça, c'est vraiment important. Fait que nous, de notre côté sécuritaire, on a toutes mis les mesures. Les gens portent des masques ici. On a des machines désinfectantes. On a tout écouter là, pour éviter d'avoir le virus ici. Donc, c'est très sécuritaire. On offre toujours nos services 24/7 gratuits en n'importe quel temps. Téléphone, on peut le faire sur Zoom, des rencontres. Donc, ça peut être ce qui est important aussi de savoir, là, c'est qu'on ne donne pas seulement de l'hébergement. Donc, on donne des services aussi pour les femmes qui ont le goût de comprendre la violence, d'avoir de l'aide, d'avoir de l'accompagnement, d'en discuter sans venir héberger nécessairement. Des fois, il y a des femmes qui vont venir nous rencontrer sans quitter le conjoint pour le moment, mais qui viennent chercher des outils, comprendre, préparer leur départ. Donc, ça, c'est toujours possible en personne, au téléphone ou sur Internet. Et pour les gens qui ne savent pas, en fait, c'est quoi la maison d'hébergement pour elle, c'est un organisme communautaire de la région de la vallée de la Petite-Lièvre et de la vallée de la Lièvre et de la Petite-Nation. Mais c'est quoi votre mission fondamentale? Et bien, nous, c'est d'offrir de l'aide et de l'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, ça aussi, c'est important hein, que les enfants, ça se peut en ce moment, on l'a nommé aussi, qu'au niveau de la pandémie, c'était des choses là, qui étaient difficiles, qui n'avaient plus accès nécessairement à recevoir de l'aide. Fait qu'on peut, oui, les adolescentes aussi, les adolescents, ils peuvent nous contacter là, pour avoir des services n'importe quand, même les proches des femmes victimes de violences conjugales qui ne savent pas comment aider, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent des outils, peuvent nous téléphoner. Fait que oui, effectivement, c'est sûr qu'on va donner des services aux femmes de la Basse-Lièvre et de la Petite-Nation, mais on offre aussi des services à toutes les femmes de l'Outaouais qui pourraient avoir besoin d'aide. Là. Mais il y a d'autres maisons d'hébergement aussi, mais dans le fond, les femmes appellent avec la maison d'hébergement qui sont confortables. Et là, vous avez mentionné que justement, il y avait des signes avant-coureurs qu'on pouvait remarquer. Est-ce que vous en avez un peu à nous décrire pour les gens qui ne savent pas, en fait, s'ils se retrouvent dans une situation comme ça ou même pour signaler des cas dans leur entourage? Bien, c'est ça, tu sais, en fait, c'est que c'est encore plus dur, hein, parce que d'habitude, on remarque ces signes-là quand on est en contact avec la victime, tu sais, donc les collègues de travail, des fois, vont voir la famille, mais là, comme depuis un bout de temps, on ne se voit pas, tu sais, d'habitude aussi, un des grands signes, c'est que la femme, elle se retire de son réseau social, donc elle n'a pas contact avec les autres, le conjoint l'isole, mais là, on s'entend qu'on est tous isolés, donc nos repères, ils sont un petit peu plus difficiles, mais tu sais, la violence conjugale, ça ne commence pas du jour au lendemain, c'est des choses que ça fait plusieurs mois dans la relation. Fait que je pense que les gens qui avaient déjà des doutes que la victime pouvait vivre des choses, des fois, vous avez été témoin, vous avez entendu, il est contrôlant, la femme, elle ne peut plus faire ci, elle doit demander la permission à son conjoint, vous la voyez qui est plus fatiguée, qui est plus stressée, qu'elle s'isole des autres. Ça, c'est tous des signes là, avant-coureurs. Des fois, on ne voit pas les actes de violence nécessairement. Des fois, on les a vus. Fait que, la violence n'a pas disparu. Là. C'est juste, je pense que les proches, on peut faire un message, ou les collègues de travail, bien, appelez donc les personnes que vous pourriez douter, puis ça va-tu bien? As-tu besoin de quelque chose? Peux-tu, d'ouvrir le dialogue, de voir, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? Comment tu vas? Puis c'est sûr que tout le monde ne va pas nécessairement bien en ce moment, mais d'ouvrir au moins la porte. Puis le problème en ce moment, c'est que les conjoints sont souvent dans la maison. Les femmes, la plupart du moment, quand ils nous appellent pour avoir de l'aide, pour avoir des services, c'est quand elles vont au travail ou quand le conjoint est au travail ou quand il est parti faire des commissions.
donc quand ils sont tout seuls à la maison. Des fois, ça va arriver que c'est quand il y a eu la police qu'il y a eu un événement, puis qu'ils ont appelé la police, puis là, ils ont accès à nos services, mais des fois, ils préparent ça. Ils viennent tranquillement nous rencontrer pour préparer leur départ, savoir comment ça marche, quoi faire, par où commencer. Mais ça, en ce moment, comme souvent les gens sont en télétravail, sont tous à la maison, c'est difficile de faire ça. Fait qu'on a fait sur notre site Internet, on a une messagerie confidentielle, les femmes peuvent nous écrire, quitter pour pas effacer les traces. On a vraiment pensé à toutes sortes de stratégies. Avec SOS Violence conjugale, ils peuvent même communiquer par texto. Il y a plein de ressources, plein de façons que les femmes ont accès à nous, puis que le conjoint ne s'en rend pas compte. Et toutes ces ressources-là, on les retrouve justement sur votre site Web? Oui, exactement. Et avez-vous remarqué pendant la pandémie, en fait, depuis le début de la pandémie, s'il y avait une hausse ou une réduction des cas ou comment vous avez perçu ça? Bien, tout au long de la pandémie, ça a été variable. Au début, c'est sûr que les femmes ne nous appelaient pas. Puis en cours de route, là, quand il y a eu le déconfinement, on a eu plus d'appels. C'est sûr qu'on en a moins que d'habitude, des demandes d'hébergement, mais des demandes, les appels téléphoniques, ça l'a augmenté. Les demandes des services externes, donc sans hébergement, ça l'a augmenté aussi. Fait que ça, même après le couvre-feu, il y a des femmes qui nous appellent quand même pour venir nous rencontrer, pour avoir l'hébergement, même après 8 heures. Donc, c'est sûr qu'il y a une baisse, mais il y a encore des femmes qui appellent. Donc, c'est important de passer le message qu'il faut nous appeler quand même. On est encore disponible pour vous, pour vous aider. Puis, il n'y a aucune raison là, qui fait qu'on doit demeurer dans un milieu violent. Puis, vous avez également remarqué une problématique du fait que les femmes avaient une réticence à vous téléphoner parce qu'il y avait un manque d'hébergement? Oui, bien en fait, c'est qu'on a fait cet été, on a fait une petite recherche là, auprès de 43 maisons d'hébergement avec les femmes qui étaient dans les maisons d'hébergement à ce moment-là pour leur demander avoir un peu des données justement sur qu'est-ce qui se passait là, pendant qu'ils étaient pendant le temps de la pandémie, la violence qu'ils ont vécue. Donc, dans les grandes lignes, ce qui est sorti d'important, c'est que les femmes, ils nous ont dit qu'ils vivaient plus souvent des épisodes de violence. Donc, le cycle de la violence était plus récurrent et aussi que c'était un petit peu plus intense, la violence qu'elles vivaient pendant la pandémie. Aussi, on leur a demandé comme question, qu'est-ce qui a été un frein pour vous de venir à la maison d'hébergement, de nous appeler pour de l'aide avant là, cet été? T'sais, pourquoi vous ne nous avez pas appelé avant? Puis dans les 3 grandes raisons, bon, la première, c'était évidemment, comme on s'en doute, c'est que le conjoint était toujours à la maison et il n'y avait pas de moyen de nous appeler. C'est pour ça que dans les médias, on a essayé de nommer plein de trucs pour les femmes pour quitter, même si le conjoint est là. Ensuite de ça, l'autre raison, c'était pour respecter les mesures sanitaires. Donc, il y avait peur qu'il n'y avait pas le droit ou il y avait peur que les maisons n'étaient pas adaptées ou que c'était dangereux pour elles ou qu'ils n'avaient pas le droit de quitter. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de messages aussi pour leur dire « vous pouvez quitter ». Bon, puis la troisième des grandes raisons, c'est qu'ils avaient peur de ne pas être capable de se retrouver un logement par la suite après la maison d'hébergement. Parce qu'il faut comprendre que venir à la maison d'hébergement, le temps d'hébergement, c'est peut-être 2 ou 3 mois, dépendamment des situations, mais ça ne peut pas être plus longtemps que ça, malheureusement, parce qu'il faut être capable d'héberger d'autres personnes. Puis en ce moment, Gatineau connaît vraiment une grande difficulté au niveau des logements. Je pense que je ne vous fais pas de surprise et ça a été amplifié avec la pandémie. Il y a des chiffres qui ont sorti cette semaine aussi pour les logements disponibles, il y en a peu. Avec la tornade qu'on a vécue, les 2 inondations, il y a plein de logements primordiaux qui ont été détruits et non reconstruits encore. Il en manquait déjà avant ces événements-là. Là, on n'en a pas de reconstruits. Fait que, il y a encore des besoins. La population de Gatineau grandit. Donc, il y a vraiment un problème. Là, puis les logements sont chers, ceux qui existent. Mais là, en ce moment, c'est que même pas qu'ils sont chers, c'est qu'il n'y en a pas. Fait que si on veut que les femmes puissent quitter, il faut qu'ils soient capables de se retrouver un autre endroit par la suite. Donc, ça va être vraiment important de travailler sur des solutions très rapidement, parce que ça décourage, comme on a vu dans la petite recherche qu'on a faite, ça décourage les femmes à quitter, puis c'est vrai, c'est important. Donc, justement, nous, on a le projet Le Toit d'Erika qui a eu des belles sorties médiatiques récemment, on a eu des belles nouvelles. C'est un projet que ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce projet-là, puis c'est une solution pour les femmes, mais qui ne sera pas demain matin, mais qui va être au courant de l'année, on l'espère bien. C'est quand même important de mentionner que vous avez reçu, en fait, une subvention de 2 millions de dollars. C'est sûr que la construction, elle n'est pas immédiate, mais ça va être quoi, en fait, les ressources? C'est quoi les avantages du toit d'Erika? En fait, le toit d'Erika, c'est pour faire vraiment une complémentarité avec la maison d'hébergement. Comme je vous ai dit, les femmes, c'est 2-3 mois. En 2-3 mois, on a beaucoup de choses à travailler avec elles et elles aussi ont beaucoup de choses et elles doivent vivre leurs émotions parce que quand même, c'est un gros événement, c'est beaucoup de choses vivre dans un climat de violence conjugale. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les femmes, des fois, ils n'étaient pas tout à fait prêtes après 2-3 mois de se retrouver toutes seules dans un logement. Il y avait encore des choses à travailler, puis ça, le temps d'hébergement, on n'avait pas le temps de travailler toutes ces choses. Donc, pour les femmes qui voudront, qui en auront besoin, le
ce qui est prévu avec le toit d'Erika, c'est un logement à plus long terme. Donc, c'est 1 an et demi que les femmes pourront habiter là avec leurs enfants, puis qui vont pouvoir continuer d'avoir un soutien d'une intervenante pour continuer à travailler leur estime de soi, travailler les objectifs qu'elles-mêmes se sont donnés pour poursuivre, là, puis développer leur autonomie, leur confiance en elles, puis que ça fonctionne là, pour l'autre étape quand ils vont être toutes seules dans leur logement. Donc, c'est un logement pour elles, mais avec des intervenantes qui sont là, qu'on continue de travailler des objectifs. Il va y avoir toute la mise en commun des femmes aussi, il va y avoir des ateliers de groupe, où est-ce qu'une des grandes conséquences de la violence conjugale, c'est qu'on perd notre réseau d'amis, la famille, pour toutes sortes de raisons. Ils sont un peu épuisés, ils ne sont plus là. Le conjoint est venu briser ça. C'est une de ces stratégies pour te maintenir dans la relation et dans la violence. Alors, avec le toit d'Erika, ce qui est prévu, c'est de mettre les femmes toutes entre elles, de se créer un nouveau réseau d'amis, de s'entraider, de s'aider là-dedans dans ce processus-là, développer l'autonomie, l'estime de soi pour que ça soit durable, là, leurs prochaines étapes. Et le toit d'Erika, c'est en fait, c'est un premier projet pour créer justement plus de logements. Et en fait, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année, c'est de trouver plus de logements. Et pour les gens qui auraient envie d'aider et de contribuer à la maison d'hébergement pour elles, ça serait d'aller sur votre site web. Je pense qu'il y a toutes les ressources pour justement s'investir et prendre soin de notre communauté. Donc, je vous dis un grand merci d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup à vous. Puis on se revoit en fait pour plus de nouvelles sur le toit d'Erika et sur en fait une avancée avec la maison pour elles. Et puis, si je peux faire un petit appel à la communauté, si vous avez des femmes monoparentales qui viennent pour louer un logement ou quelque chose, comme donnez-y donc une priorité pour donner un coup de main. C'est sûr que c'est peut-être une femme qui vit de la violence et qui essaye de s'en sortir. Fait essayons de lui donner une chance et de l'accompagner. C'est une autre façon de nous aider. C'est super. Un grand merci. Merci, bonne journée. Bien, bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. En fait, je suis vraiment heureuse de te retrouver pour une deuxième fois à l'émission. Et surtout aujourd'hui, on a un sujet assez d'actualité, je dirais. On veut parler de stress, en fait, avec la pandémie. Est-ce qu'on est plus ou moins stressé? Bien, c'est une drôle de question parce que généralement, on a l'impression d'être beaucoup plus stressé. Puis on parle beaucoup des effets du stress occasionné par la pandémie sur la santé en général. Puis évidemment, là, on ne peut pas vraiment mettre ça de côté, on le sait. Maintenant, il faut savoir que ma capacité de gérer le stress, c'est ce qui fait une grande différence. Mais par exemple, il y a différents types de stress. Par exemple, un stress absolu, ça veut dire que tout le monde va être stressé. Sors dehors, il fait 40 en bas de zéro, tu n'as pas de souliers dans les pieds, tu mets les pieds dans la neige, tout le monde va vivre un stress parce que c'est le froid. Ça, là, que tu sois un gars pas stressé ou que tu sois stressé, tu vas le ressentir. Maintenant, il y en a d'autres que ce sont notre perception, comment est-ce que nous, on gère ces stress-là. Et ça ne change pas en période de pandémie ou en période régulière. Je donne un exemple, l'incertitude. Donc, quand on est une personne qui n'est pas très certaine de ce qui va se passer dans son quotidien, ça développe beaucoup de stress. Et évidemment, la pandémie vient inflammer tout ça parce qu'on crée plusieurs différents types d'incertitudes, entre autres, les incertitudes financières, les incertitudes qui viennent avec le travail. Donc, ce sont tous des choses qui vont venir là, me donner un sentiment de ne pas être en contrôle. L'isolement est un immense agent stresseur aussi. On dit que les gens aux prises sont forcés à être isolés à plus d'âge, doublent leur chance d'avoir des problèmes de santé particuliers, par exemple un arrêt cardiaque. Donc, 2 fois plus de chances, simplement dû à quoi? Aux effets de l'isolement sur la gestion, autant psychologique que sur mon corps. Et finalement, ce que moi, j'ai vu beaucoup de différence, c'est le temps. Donc, évidemment, nous, comme parents, on est forcés de travailler à la maison, mais avant, on avait une grosse heure le matin pour se rendre au travail, habiller les enfants, changer tout ça. Mais là, cette période-là, elle a comme complètement changé. Donc, pour moi, où ça représentait une des plus grandes périodes de stress de ma vie, c'est venu complètement changer. Et j'ai essayé, et ce que la pandémie devrait être capable de nous apprendre, c'est de ralentir un tout petit peu ce rythme effréné-là qui, elle, a le plus grand effet stresseur et par le fait même sur notre santé. Puis ce rythme effréné-là, justement, c'est un rythme que la société nous a un peu imposé au fil du temps. Tu sais, avant, on avait le temps d'aller pelleter notre entrée. Maintenant, on a tous des déneigeurs. Maintenant, avant, on gardait nos enfants. Maintenant, on fait garder nos enfants. Donc, c'est vraiment tout ça qui est à revoir avec la pandémie. Je pense qu'il est un avantage. Mais à la base, le stress, oui, c'est un agent stress. Oui, tous ces différents changements-là nous affectent, mais c'est quoi le stress en tant que tel?
Mais moi, je pense souvent à l'exemple que c'est comme tu arrives à la chasse au mammouth. Moi, je viens du nord de l'Ontario, un petit village qui s'appelle Valrita. Puis à un moment donné, j'étais à la chasse au mammouth dans le nord de l'Ontario. J'étais arrivé face à face avec un immense mammouth. Qu'est-ce qui s'est passé? Le stress est embarqué, la cortisol est embarquée. Et là, qu'est-ce que a eu la réaction de mon corps? Fight or flight. Ça veut tout simplement tout ce que je peux faire pour me battre contre le mammouth ou partir à course dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Relativement simple. Tous les paramètres physiologiques deviennent accélérés. La fréquence cardiaque augmente, la tension artérielle augmente parce que le cœur, en battant plus vite, veut acheminer le sang plus rapidement vers les muscles qui, eux, vont devoir travailler beaucoup plus fort, que ce soit pour courir ou que ce soit pour me battre. Il y a une augmentation de la glycémie pour que le carburant que mon corps va utiliser pour faire de l'activité rapide au niveau musculaire, ça aussi, ça va être accéléré. Il va y avoir une augmentation de l'acuité, il va y avoir une augmentation de la sensibilité. Mais le problème avec toute cette accélération-là, lorsque ce n'est pas à la chasse au mammouth, c'est qu'à un moment donné, tu ne retournes pas à ton camp de chasse et dire, bon, ben là, c'est terminé, on se prend un petit bière, on relaxe. Lorsque les personnes sont aux prises avec un stress chronique, ce mammouth-là est constamment présent, il est constamment en train d'être là. Et donc, les paramètres physiologiques, c'est comme dire qu'au lieu que ta fréquence cardiaque soit à 60, c'est elle est constamment à 90. Il est facile de comprendre que ce stress-là, sur mon système cardiovasculaire, sur mon système métabolique, sur mon système musculo-squelettique, avec le temps, va devenir beaucoup trop pour que le corps soit en mesure de le gérer. Puis là, à un moment donné, ça va le rendre malade. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer notre mammouth intérieur? Contrer notre mammouth intérieur, en fait... Évidemment, il y a plusieurs différentes stratégies qui sont d'ordre psychologique, mais ceux-là, je vais les laisser aux professionnels de la santé psychologique. Moi, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que l'activité physique est un élément clé pour vous aider à gérer votre stress. La première, c'est qu'on a souvent tendance à penser que parce qu'on est très, très stressé, on a beaucoup d'énergie. Donc, la dépense énergétique va être notre facteur numéro 1 où l'activité physique va venir jouer un rôle. Vous avez des enfants qui sont trop tannants, ils sont tout partout. Chipez-les dehors, faites-les jouer dehors. Vous allez voir que l'activité physique, ça a un effet calmant à long terme. Je le sais, ma mère n'arrêtait pas de me le dire. Tu es trop stressé, va jouer dehors, va prendre une marche. Il n'y a pas une ma mère qui dit, ma femme me le dit présentement aussi. Deuxième excellente raison, c'est ces fameuses endorphines-là. Je l'ai mentionné la dernière fois, moi, je fais l'exercice que pour les endorphines parce que la première, c'est un effet euphorique. Donc, quand les endorphines sont sécrétées par le corps suite à l'activité physique, le sentiment euphorique va venir. On va se sentir comme tout excité. La deuxième, évidemment, c'est le sentiment antalgique. Qui dit douleur, dit stress musculo-squelettique constamment, ça vient affecter le corps. Je fais une petite parenthèse. Quand vous avez mal dans le dos, là, votre médecin va vous donner un médicament contre le stress. Pourquoi? Parce qu'il est très, très, très conscient que d'avoir tout le temps mal, ça fait mal, ça crée du stress et ça affecte autre partie de notre corps. Donc, les endorphines vont venir nous aider. On a aussi une amélioration de notre sommeil. Il ne faut pas négliger que le corps se répare quand il dort. Donc, si on a beaucoup d'endorphines, permettent un meilleur sommeil, une meilleure récupération, une meilleure capacité pour nous de gérer le stress qui nous est imposé. Et finalement, simple, anxiolytique. On sait que par un paramètre physiologique excessivement simple, le corps, en présence d'endorphines, va avoir un effet calmant. Et ça a du bien. Maintenant, si on est trop stressé sur une longue période de temps, on peut aussi tomber vers un autre échec qui souvent est la dépression. Donc, lorsque le corps n'est plus capable de gérer tout le stress qui lui est imposé, il y a un genre de ralentissement, tout se ferme et là, il peut se retrouver dans une portion de déprime. Le corps, pendant l'activité physique, va sécréter l'hormone du bonheur, la sérotonine. Je l'aime, j'en parle à toutes les fois que j'ai la chance parce que c'est la meilleure plug d'activité physique. Vous n'avez pas d'autre raison de faire l'exercice. Sécréter de la sérotonine, c'est ce que les médecins mettent là, pour le monde qui sont déprimés. Donc, faire de l'activité physique, endorphine, sérotonine, dépenser de l'énergie, toutes les raisons sont faciles et bonnes pour faire de l'exercice. Mais c'est correct d'en parler encore et encore de l'hormone du bonheur, justement de l'endorphine et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des activités plus spécifiques qui nous aident à gérer notre stress? La première, oui. En fait, c'est une excellente question. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il faut prendre en considération que l'activité physique, c'est un stress en soi. Donc, la seconde qu'on sort d'une zone de confort, on va venir imposer un stress, mais nous l'imposons à notre corps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Même chose. Augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la tension artérielle, augmentation du travail métabolique, augmentation de tout ce qui se passe dans mon corps, encore comme dans la gestion du stress. La différence, c'est qu'à court terme, mon corps va pouvoir le faire pour sécréter les endorphines, mais à long terme, ça va avoir des effets contraires de ce qui se passe dans mon corps. Ce que ça veut dire, c'est que le stress fait augmenter la tension artérielle et ça, à long terme, vous allez vous retrouver avec une tension artérielle élevée.
L'activité physique fait diminuer la tension artérielle post-exercice. Donc, même si le stress de l'activité physique est très présent pendant l'activité, à long terme, il vient faire complètement le contraire de ce que le stress peut faire. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que l'activité physique, c'est mon gestionnaire de paramètres physiologiques pour venir tempérer les effets du stress à long terme. Mais je te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Et justement, sur ta plateforme Myokin, on retrouve des exercices qui sont vraiment accentués sur la gestion du stress. Il y en a plusieurs autres également. Mais bon, vu qu'aujourd'hui, c'était notre sujet du jour, on va mettre de l'avant justement la gestion du stress. Et en fait, j'aimerais vraiment ça te retrouver pour une autre chronique. Et cette fois-ci, on va faire de l'exercice ensemble parce qu'on a tous besoin de la petite hormone du bonheur, surtout nous en ce moment avec la pandémie. Donc, je pense que ça va être une super belle activité à faire ensemble pour notre prochaine fois. Et on enchaîne maintenant avec la chronique cinéma avec Jean-François. Merci. Bonne santé. Merci. Merci beaucoup, Jean-François, d'être avec nous pour une autre chronique cinéma. Bien, c'est toujours un plaisir. Et qu'est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, l'adolescence va être à l'honneur parce qu'on va parler premièrement d'un film, un divertissement dont le sujet est l'adolescence. Et puis, en deuxième lieu, là, on va parler de trucs plus informatifs sur l'adolescence. Donc, ce que je voulais faire, parce que tu sais que moi, qu'il n'y a pas tant de nouvelles sorties là, en cinéma ou à la télé, là, ces dernières années, dans la dernière année, les productions sont tout au ralenti. Je me disais, ce serait le fun de revisiter des vieux films pour pouvoir les revoir, puis peut-être même aussi les partager avec nos ados, pour ceux qui ont des enfants à la maison. Et puis, quoi de mieux pour retourner dans le temps que le film Back to the Future, un classique des années 80 qui est sorti en 1985. Le film est réalisé par Robert Zemeckis. Là, on le connaît là, pour des dernières années pour les films d'animation qu'il a fait là, de Noël, dont Polar Express et puis The Christmas Carol. Des films un petit peu expérimentaux, super intéressants, la façon que ça a été fait. Si vous avez la chance de regarder ça, c'est toute une façon de travailler là, qui est développée. Et puis, Robert Zemeckis aussi, le gagnant d'un Oscar pour le film Forrest Gump avec Tom Hanks, bien sûr. Back to the Future, de quoi ça parle? Ça parle de l'adolescence. Bon, on suit les aventures, l'histoire de Marty McFly qui connaît un doc un peu fou qui décide de fabriquer une voiture pour voyager dans le temps. Faite à partir d'une DeLorean, donc voiture super cool, bien stylée des années 80. Et puis, ce qui est le fun de l'histoire, c'est que Marty, pour différentes circonstances, il est obligé de voyager, il se retrouve à voyager dans le temps et se retrouve à l'époque où ses parents, à lui, étaient adolescents. Donc, on a un adolescent qui va voir un peu comment vivaient ses parents au même âge que lui. Évidemment, c'est fun parce que la façon que c'est écrit, c'est que Marty, les parents de Marty semblent dire qu'il agissait de telle façon lorsqu'il était ado, qu'il était très différent de lui. Mais finalement, il se rend compte que c'était pas mal plus en l'homme que qu'est-ce que les parents laissaient croire. Donc, le génie, je trouve, du scénario, puis d'ailleurs, il a été nommé aux Oscars, c'est-à-dire il a été en nomination aux Oscars pour le scénario, Zemeckis et Bob Gale qui l'ont écrit ensemble, c'est qu'on a une aventure qui n'arrête pas. C'est toujours dynamique, ça bouge tout le temps. Et puis, il y a comme deux grosses pistes, deux problèmes à résoudre dans toute l'histoire, c'est-à-dire que d'une part, Marty doit trouver comment retourner à son époque à lui, avec la machine qui ne fonctionne plus. Et puis aussi, lorsqu'il tourne dans le temps, ça se trouve qu'il rencontre sa mère, puis là, sa mère tombe amoureuse de lui. Tu comprends la problématique que si sa mère tombe amoureuse de lui, puis qu'elle ne tombe pas amoureuse de son père, sa propre existence est en jeu. Là. Donc, à travers tout ça, il faut qu'il trouve une façon de faire en sorte que ses parents retombent en amour et en même temps doit retourner à son époque. Ce que Robert Zemeckis a fait, entre autres, c'est parce que le film n'avait pas tant de moyens que ça. Donc, au niveau visuel, c'est super bien réalisé, c'est très créatif, c'est toujours dynamique, mais ce n'est pas nécessairement grandiose. Ce n'est pas un spectacle visuel grandiose. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à son collaborateur de longue date, Alan Silvestri, qui fait la musique de ses films, il a dit, écoute, j'ai besoin d'une trame sonore qui va vraiment bouger, qui va vraiment être dynamique, qui va être grandiose. Et puis, la trame sonore de ce film-là, c'est un classique. Tout le monde reconnaît la mélodie. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est comme... c'est plus grand que nature quand tu mets la musique à ce film-là. Donc, la trame sonore est vraiment bien réussie. Puis aussi, ça en est sorti d'un classique là,
un classique rock, là, Back in Time, qui est une chanson populaire des années 80. Donc, au niveau musical, ça se tient super bien. C'est plein de moments classiques là, qu'on aime revisiter. Donc, c'est un film qui est devenu aussi une référence à travers le temps. Jeu de mots, parce que pour ce qui est de tout le concept de voyager dans le temps, souvent, on a des séries aujourd'hui télé, je pense à The Flash, entre autres, où est-ce qu'on fait référence à ce film-là pour un peu les règles de comment ça se passe si on voyage dans le temps. Entre autres, les autres sont arrivés avec le concept de lorsque tu voyages dans le temps, tu peux voyager dans le temps, mais tu ne peux pas voyager dans l'espace. Donc, si tu pars dans le temps, à un endroit précis, donc toi, Stéphanie, dans ta maison-là, mais tu vas te retrouver dans le temps au même endroit physique. T'sais. Un concept qui a été repris après ça par plusieurs films, plusieurs séries. C'est ce qui fait, entre autres, je pense, que le scénario est d'autant plus brillant. Donc, je tiens également à dire que ça traverse tellement le temps que ça a même été, justement, tu as un gendarme aujourd'hui à l'effigie de Back to the Future. Tu sais que c'est un classique dans ce temps-là quand tu sais quand il imprime encore des chandails du film, c'est certain. Ça se retrouve encore facilement. Puis justement, sur quelle plateforme qu'on peut encore écouter le film? Il est disponible sur Prime Video. Donc, si vous êtes déjà abonné, là, vous pouvez le regarder gratuitement sur Prime. Puis je pense que tu avais également un autre sujet que tu nous as préparé concernant, encore une fois, les ados, mais qui concerne également tout le monde, surtout en ce moment, mais qui est un sujet... Ouais. Ben oui, c'est encore dans les médias. On voit que les adolescents, on parle de la moitié des ados qui vivent des problèmes psychologiques présentement. Et Télé-Québec tombe à point parce qu'ils diffusent une nouvelle série que c'est 36 capsules dont on va parler, où on va parler, c'est-à-dire de santé mentale. Les capsules sont divisées par sujet, donc c'est le fun parce qu'il y a des choses qui nous interpellent plus que d'autres. On peut lire les titres, aller les retrouver. J'en nomme quelques-uns. Donc, on a aidé un ami, la crise de panique, aimer son corps, la confiance en soi, la déprime et la dépression, se sentir rejeté, la solitude, les idées suicidaires et faire face à l'échec, là, pour nommer que ceux-là. C'est cool parce que la façon que c'est fait, ça commence toujours avec une petite capsule un peu humoristique. Je pense que d'aller jouer un petit peu la situation, ça dédramatise, c'est super le fun. Ça met en vedette Rosalie Vaillancourt, Mathieu Dufour, Anna Oussana, Mathieu Pepper et Sinem Cara qui font un super beau jeu là, pour introduire la capsule. C'est suivi après ça d'un segment plus informatif qui est fait avec des animations. Plusieurs clins d'œil, c'est des parents qui l'écoutent avec leurs enfants. Plusieurs clins d'œil aux années 80 avec des bonhommes Fisher-Price, le Game Boy classique, Karate Kid là-dedans, que j'ai bien apprécié. Et puis, ça finit toujours avec un témoignage d'adolescents qui vivent ces situations-là, qui viennent prêter leur voix puis dire un peu comment est-ce qu'eux autres ils vivent ça, ces situations-là. Donc, ça permet, je pense, aux ados de s'identifier à ça. Des super beaux témoignages, puis super intéressants. Et je pense que ce qui est génial de la capsule par-dessus tout, c'est que lorsque l'information est donnée, la narration est faite par un adolescent qui parle leur langage. Donc, on est loin là, de ce que les profs nous amenaient des fois en classe sur une télé, où on s'assoyait 30 minutes à écouter quelque chose de super intello. C'est très fluide, ça passe très bien. Donc, encore une fois, à Télé-Québec, 36 capsules de disponibles. C'est également important de mentionner que c'est des courtes capsules, donc c'est encore plus intéressant. Et c'est ce qui termine notre émission. Donc, un grand merci, Jean-François, pour ta chronique cinéma. On se retrouve dans la prochaine émission. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous les écrire soit par Facebook, soit par courriel. On vous met les liens juste ici. Alors, bonne semaine!